Ouais, je voudrais vous dire pourquoi je me suis intéressé à Jean Zay, parce que pour Hélène, c'est net, c'est clair, c'est simple. J'ai été nommé professeur dans un lycée qui s'appelle le lycée Jean Zay à Orléans. Ah bon? Et j'étais un petit peu comme cette jeune fille qu'on voit du Jean Zay, c'est qui et si je demandais à tous ces jeunes gens, ou à ces personnes parfois moins jeunes, qui étaient les gens dont leurs établissements scolaires portaient le nom, parce que souvent on donne des noms à des établissements scolaires. Parfois, on s'en souvient à peine, on voit une silhouette, il y a un portrait quelque part, et au fond, on ne sait pas trop. Hein. Bon, en plus, moi, je ne suis pas orléanais. Et j'en parle à ma mère, qui était institutrice, autrefois, hein, et qui était institutrice du temps où Jean Zay était ministre. Et elle me dit simplement, oh, c'était quelqu'un de très bien, mais il a été fusillé par les Allemands. Vous voyez, elle se trompait. Et dans mon établissement, il y avait une grande plaque rappelant que Jean Zay avait été député, ministre, qu'il était mort pour la France, hein, et ce n'est pas simplement une formule, hein, ça correspond à, je dirais, une décision administrative et juridique quand on déclare que quelqu'un est mort pour la France. Et en dessous, il y avait marqué « victime de la barbarie nazie ». Et pendant longtemps, comme d'autres, regardant cette plaque, j'en déduisais que si on était victime de la barbarie nazie, c'est qu'on avait été assassiné par les Allemands pendant la guerre. Ça paraissait tellement simple. Et il y a tellement de gens qui longtemps l'ont cru, qui le savent encore. Et puis, un jour, voilà que des historiens disent dans l'établissement, disent à des collègues, c'est quand même un petit peu ennuyeux cette plaque parce que c'est pas tout à fait vrai. Et parmi les historiens qui interviennent à ce moment-là, il y a un monsieur que vous avez vu, d'ailleurs on voit dans les presque toutes dernières images, qui s'appelle Antoine Pro, qui est un spécialiste de l'histoire de l'éducation, de l'histoire du XXe siècle, et qui est très gêné par cette formule, parce que c'est comme une manière de dire, c'est pas moi, c'est les autres. Bon, et un comité se met en place dans l'établissement pour voir si on ne pourrait pas trouver une formule. Mais c'est pas simple, vous savez, parce que quand on descend une plaque qui est scellée dans un mur pour en remettre une autre, on a l'impression d'être un peu quelqu'un qui réécrit l'histoire, et c'est gênant. On se dit, ceux qui ont mis cette plaque avant nous, ils n'étaient pas plus solides, plus méchants que d'autres, et pourtant ils se sont trompés. Est-ce qu'on ne risque pas de se tromper à son tour? Parce que, Hélène en a parlé tout à l'heure, hein, 1944, il est assassiné. 1946, on découvre des corps. 1948, ça y est, on commence à comprendre maintenant. 1953, le procès, ça commence à faire beaucoup de temps. Hein. Ça se rapproche de notre époque, mais quand même, bien du temps a passé. Comme si, en France, il y avait eu une énorme gêne, une difficulté à bien vouloir se souvenir. Parce que accepter le fait que ce soit des Français qui ont emprisonné, jugé quelqu'un comme Jean Zay, que ce sont des Français qui sont venus le chercher dans la prison pour l'abattre dans des circonstances pénibles. Il suffit d'aller là-bas pour deviner un petit peu ce que ça a pu être comme horreur. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut sans cesse dire nous sommes coupables, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, nous n'y étions pas. Mais il faut connaître l'histoire, c'est ça, connaître, hein, se souvenir. Là, il y a un épisode qui n'est pas très glorieux. Et pourtant, maintenant, on connaît mieux l'histoire. On a retrouvé, par exemple, des documents qui permettent de comprendre que pendant qu'il était en prison, elle vous a dit que même si les prisons ont des murs, il y a des choses qu'on peut faire circuler. En fait, tous les prisonniers du monde ont toujours essayé de faire passer quelque chose. Hein.
Il n'y a rien de plus humain, il n'y a rien de plus normal que de tenter de le faire. Et il y a des documents, des réflexions de Jean Zay, y compris des réflexions sur la reconstruction comment il faudrait organiser à la fin de la guerre, quand on serait libre, un grand ministère, etc. Il y a des documents qui sont parvenus à une organisation de résistance qui s'appelle l'organisation civile et militaire. Donc vous voyez, il y avait des contacts qui se poursuivaient. Et puis bon, il est né en 1904, il est assassiné en 1944. Alors, en 2004, à Orléans, 100 ans après sa naissance, 60 ans après son assassinat, bon, il y a des gens, et en particulier une association dont je m'occupe, qui a dit on va voir ce qu'on pourrait faire pour marquer ce moment-là. Et quand même, je tiens à dire que si Jean Zay est un homme de gauche, évidemment de gauche, clairement à gauche, et détesté par certains parce qu'il était à gauche, il y a aujourd'hui bien des gens qui ne sont pas à gauche et qui reconnaissent que c'était un grand bonhomme. Le dernier livre paru sur la vie de Jean Zay, il est écrit par quelqu'un qui s'appelle Roger Karouchy et qui est ministre de M. Sarkozy. Et M. Karouchy n'est pas à gauche. Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, son livre, il est plus ou moins bien, mais je veux dire, voilà. Et c'est un livre qui marque un certain respect. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, qu'une horrible injustice avait été commise, ça c'est une chose, et puis que quand même, quelque chose s'était passé pour la jeunesse de France et pour l'éducation nationale qui avait été décisif. Tout à l'heure, j'avais insisté en disant que ça a été l'un des premiers jeunes ministres, le plus jeune ministre de la République. Et ça a été un de ceux qui ont fait la carrière la plus longue au ministère. Bon. Et je me souviens très bien que le jour d'une cérémonie où son nom était donné à un foyer qui était un foyer résidence pour étudiantes à Paris, qui n'avait pas de nom spécial, et maintenant qui s'appelle le foyer Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale qui présidait cette cérémonie disait à quel point il respectait l'œuvre de Jean Zay. Ce ministre, il s'appelle François Fillon. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est pas non plus tout à fait un homme de gauche. Hein. Bon, voilà. Je me permets de vous couper et pour vous dire que j'ai affiché le discours de François Fillon à cette occasion. Voilà, et vous verrez, c'est un beau discours. Je pense que c'est lui ou des amis à lui qui l'ont aidé à l'écrire. Hein, mais bon, voilà, mais c'est bon. Peut-être. Ah non, il n'existait pas encore. C'est une question. Voilà, alors, cette œuvre, tout à l'heure j'ai essayé de vous dire qu'il y avait des choses qui nous paraissaient évidentes maintenant et qui autrefois étaient des nouveautés. Alors je vais insister sur une, mais c'est quand même un petit peu difficile, hein, mais vous allez voir. Aujourd'hui, quand on est petit, on va à l'école primaire. La plupart du temps, on va dans une école primaire publique, parce qu'il y a énormément d'écoles primaires publiques, il y a quelques écoles primaires privées, mais on va à l'école primaire. Et ces écoles primaires dépendent d'un même ministère. Quand elles sont publiques et quand elles sont privées sous contrat aussi, d'un même ministère, avec les mêmes programmes, les mêmes instructions, les mêmes façons d'engager la formation, que ça soit au fin fond de la campagne, que ça soit dans une banlieue, que ça soit dans un quartier, hein, comme on dit maintenant, que ça soit dans le centre d'une ville. Et ça nous paraît évident qu'il faut une seule école pour toute une population. Ben, ça, c'est mis en place du temps de Jean Zay. Parce que sinon, avant, il y avait au ministère une direction pour les formations primaires. Ouais, bon, ça existait, hein, l'école primaire, bien sûr. Et puis une autre direction pour les formations secondaires, y compris dans les lycées. Aujourd'hui, dans les lycées, on dit à partir de la 3e jusqu'à la terminale.
Il n'y a pas longtemps, on était de la 6e, la terminale. Mais autrefois, les grands lycées des centres-villes avaient des classes primaires de lycée qui ne dépendaient pas du tout du même régime que les autres classes primaires. Et dans les classes primaires de lycée des centres-villes, à votre avis, quelle jeunesse retrouvait-on? Eh bien, les enfants de la bonne bourgeoisie des villes. Il y avait deux systèmes, comme s'il y avait deux jeunesses. Aujourd'hui, eh ben, on veille à ce que les choses ne se fragilisent pas, à ce qu'il n'y ait pas de séparation. Mais cette idée de l'unité de la formation de la jeunesse, voilà, ça c'est une des idées maîtresses de l'œuvre de Jean Zay. Aujourd'hui, il y en a qui sont étudiants parmi vous, il y en a qui l'ont été, il y en a qui vont le redevenir. Bon, vous avez peut-être entendu parler de ce que c'est que le CROUS, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. En gros, le CROUS, c'est lui qui gère les résidences et puis le système des bourses pour ceux qui sont dans l'enseignement supérieur. Le CROUS, c'est Jean Zay. Enfin, il commençait à exister sous un autre nom avant, mais celui qui dit il faut doubler, vous m'entendez, doubler le montant des bourses et multiplier le nombre des boursiers, c'est Jean Zay. Bon, ça avait un sens aussi. Ben oui, je me dis, la médecine scolaire, aujourd'hui, on se dit que c'est bien qu'il y ait des visites médicales à l'école. En général, on se dit, c'est un peu la corvée, bon, c'est quand même un des moyens d'être sûr que tous les enfants, même ceux dont les familles n'ont pas de quoi payer le médecin, que tous les enfants voient au moins une fois par an un médecin. Elle est bien malade, cette médecine scolaire. Hein? Elle est madame, la médecine scolaire. Mais l'idée d'une médecine scolaire, c'est sous Jean Zay. Bon. C'est pour ça que, alors je ne sais plus trop, moi, si on dira que créer tout ça, c'est des idées spécialement de gauche, puisque ça nous apparaît après comme quelque chose qui fait partie de notre héritage commun, de notre patrimoine. On a envie de dire, monsieur disait les malades à la médecine scolaire, on a envie de dire, il faudrait plus toucher à la médecine scolaire, parce que c'est important. Il faudrait maintenir et diversifier le système des bourses parce que c'est important. Il faudrait éviter qu'il y ait de l'école à deux vitesses parce que c'est dangereux, ça, l'école à deux vitesses. Bon, voilà. Alors moi, je ne connaissais pas Jean Zay, pas beaucoup. Hein. Et par ce hasard, j'ai découvert quelqu'un de très intéressant, de très fort, et je cesse de me demander si il n'aurait pas été de ceux qui auraient joué un rôle politique éminent, un rôle politique majeur dans les années 50, 60, etc., si il n'avait pas été éliminé dans les conditions lamentables que l'on sait. Voilà, et puis le destin de Jean Zay, quand même, je parlais de ce qui peut gêner un petit peu. Léon Blum, président du Conseil du Front populaire. Léon Blum, homme politique français d'origine juive, est déporté en Allemagne. Il en reviendra. Parce que les Allemands, je dis quand même qu'un bonhomme de cette envergure-là, on le contrôlait, mais d'autres, curieusement, dans le personnel politique important de la France de l'entre-deux-guerres, ceux qui étaient d'origine juive et qui ont été détenus en France, c'est eux qui sont allés au-devant de leurs assassins. Et ça pose quand même un problème. Alors, c'était autrefois, du temps a passé, simplement on en retient qu'aujourd'hui, il faut faire très attention quand on se met à désigner dans le personnel politique des gens selon leur origine ou leur appartenance. Ça commence comme une sale blague, ça peut mener à des crapuleries. C'est donc très dangereux tout ça. Alors, on a parlé, mais on voulait répondre aux questions des jeunes gens. Ils vont donc sur bord. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors entre 48 et 53 pour que le physicien ne soit pas jugé?
Alors, d'abord, il y a une question qui s'est posée. Est-ce que de la juridiction compétente, est-ce que ce serait